ce proverbe-là n'est plus d'actualité aujourd'hui. Merci pour tous ces mots louangeurs. Je voudrais saluer Madame le directeur de banque, que j'aperçois pour la première fois depuis, je ne sais pas moi, une quinzaine d'années, à côté d'Anne-Denis, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs les directeurs d'entreprise, le directeur de la manuture de Douala, que j'aperçois, Monsieur le Président de Médiapresse, bonsoir, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux de banque, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, bonne arrivée, on dit en Afrique de l'Ouest, bonne arrivée chez nous. Je voudrais dire bonsoir à mes collègues, aux étudiants. Voilà, nous allons passer quelques moments ensemble sur le thème de la réforme du français. Madame le Doyen, vous avez mis la barre tellement haut que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. C'est Zinedine Zidane qui disait ça en 2002, lorsqu'il devait affronter sa deuxième Coupe du Monde. Donc on l'a tellement louangé qu'il avait peur de ne pas être à la hauteur. Alors pourrais-je être à la hauteur cet après-midi? La réforme du franc CFA d'Afrique centrale, fondement zéro. J'espère que la technique ne va pas nous faire défaut. Monsieur, nous allons donc suivre cet exposé. Vous avez les écrans, a priori, pour ceux qui sont un peu loin de la chaire. Vous avez les écrans et donc vous pouvez voir ce propos sur les écrans qui sont soit devant vous, soit derrière vous. Alors, la réforme du franc CFA d'Afrique centrale, je vais aborder l'exposé des motifs de la réforme, puis j'en déduirai qu'il existe un coût pour le franc CFA actuel, ce qui justifie une option de réforme crédible, et puis je conclurai sur quelques enjeux et perspectives. Bien. Alors, l'exposé des motifs, deux catégories de motifs justifient la réforme du franc CFA aujourd'hui. D'abord, l'accélération de l'agenda, l'accélération du calendrier. Vous n'êtes pas sans savoir que le 21 décembre dernier, à Abidjan, le président Emmanuel Macron et le président Alassane Ouattara ont annoncé pour 2020 la suspension du franc CFA d'Afrique de l'Ouest et sa substitution par l'ECO, avec en prime la fin du dépôt des réserves de change de la zone BCAO à la Banque de France pour le compte du Trésor français à hauteur de 50%, le rapatriement de ces réserves en Afrique de l'Ouest. Alors, cela en soi est un événement historique qui justifie d'envisager également la réforme en Afrique centrale. Événement historique parce que en 8 présidents de la République française, je n'ai pas besoin de ce petit finalement, si on peut l'enlever, des 8 présidents de la République française, il n'y en a que 2 qui ont modifié les accords militaires entre la France et les pays africains. Le premier, c'est Georges Pompidou, à l'interpellation du président Eyadema. L'histoire est assez bizarre, elle enseigne toujours qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà que le président Eyadema avait interpellé en novembre 1972 le président Georges Pompidou en visite officielle au Togo sur la nécessité ou non de garder le franc CFA. Il souhaitait d'ailleurs la suspension de celui-ci, alors même qu'il est arrivé au pouvoir parce que le président Olympio, son prédécesseur, avait demandé la même chose. Lorsqu'on avait facilité l'arrivée au pouvoir du président Eyadema. Et voilà que le président Georges Pompidou répond que si le franc CFA d'Afrique de l'Ouest est substitué à une monnaie nationale indépendante, elle s'effondrerait en quelques jours. Donc il n'est pas question de modifier le franc CFA. Et pourtant, Georges Pompidou, 8 mois plus tard, va accepter de baisser le quantum de dépôt
de réserve de 100% à 65%. Ça veut dire que avant 1973, chaque fois qu'une unité de devise, $1, un franc français de l'époque, un sterling, une livre sterling de l'époque, entrait en zone BCAO, entrait d'ailleurs dans toute la zone franc, ce dollar, en contrepartie des recettes d'exportation, cette livre sterling devait être déposée systématiquement au compte du Trésor français pour garantir la convertibilité externe du franc CFA. Pompidou accepte de diminuer à 65%. C'est la première réforme majeure de 1970. Et là, selon moi, la deuxième, c'est celle de Macron, donc le 21 décembre 2020. Parce qu'entre-temps, en 2008, sous la présidence Sarkozy, le quantum a été déposé à 50%. Mais je passe outre cette diminution de 65 à 50%. D'ailleurs, j'ai été acteur de celle-ci, puisqu'à Dakar, en 2003, nous avons milité en faveur de cette option. Et vous voyez, on a attendu de 2003 à 2008 pour que cette option soit vraie. Donc, c'est un événement historique qu'un président français, le deuxième des 8 présidents, modifie singulièrement l'accord monétaire et accepte la suspension du franc CFA. Donc en soi, c'est un accélérateur d'agenda. Alors, seulement cet accélérateur d'agenda se produit dans un contexte de divergence entre les pays francophones et les pays anglophones. Les pays francophones, en gros, ont tendance à penser que l'éco sera leur monnaie et que les pays anglophones devront y adhérer par l'adoption de critères de convergence définis, en gros, pour les pays francophones, au motif que la stabilité monétaire est davantage accentuée en zone francophone qu'en zone anglophone. Mais vous aurez noté que le 10 février dernier, en marge du sommet de l'Union africaine, le président Buhari du Nigeria a fait organiser la réunion des chefs d'État de la CEDEAO. Il a rappelé qu'il y a une réunion, et les résolutions de la réunion sont énoncées par le président Buhari cette fois-ci, en rappelant que l'éco sera la monnaie des pays d'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, anglophones et francophones réunis. Que cet éco sera émis par une banque centrale, a créé la banque centrale de la CEDEAO. Que les billets et pièces seront émis en zone CEDEAO et pas ailleurs. Et qu'il n'est pas question que la France fasse jouer l'historique de sa garantie externe sur l'éco, comme l'ont fait entendre les deux présidents français et ivoiriens à Abidjan le 21 décembre dernier. Le non-dit, ce qu'il n'a pas dit, Buhari, c'est que l'éco sera la monnaie de la plus grande économie africaine. Parce que le Nigeria est la plus grande économie africaine depuis la révision de ses comptes nationaux en 2014. Le Nigeria, donc, compte pour un tout petit peu moins de 400 milliards de PIB. C'est la première économie devant l'Afrique du Sud, 366 milliards. Donc l'éco, c'est les chiffres de 2019. Donc l'éco sera la monnaie de la plus grande économie africaine. Et sera la monnaie d'une des économies également dynamiques, le Ghana, qui à lui tout seul a un PIB de 65 milliards, c'est-à-dire celui-ci réunissant le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, 43 milliards, et du Sénégal. Donc le Ghana à lui tout seul représente la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Par conséquent, on ne peut pas demander que la monnaie des grandes économies soit pilotée par des petites économies. Toute l'Afrique de l'Ouest francophone représente à peine le tiers du PIB du Nigeria. Par conséquent, l'éco sera la monnaie de la plus grande économie africaine. Ce point de divergence ne vous est pas indiqué dans les communiqués et dans les discussions. Mais c'est un point de divergence important. Alors, tout ceci justifie comme deuxième motif le fait que le moment de la réforme est arrivé. Le moment de la réforme est arrivé depuis 71 ans et on le voit à plusieurs signes. On le voit à l'impatience des jeunes qui manifestent bruyamment sur les réseaux sociaux, manifestent comme ce matin auprès de l'ambassade de France à Yaoundé, manifestent par l'entremise d'économistes un peu plus jeunes que moi. Donc, certains, comme Capo, Lumbuko, depuis une dizaine d'années, donnent leur point de vue de façon, là aussi, un peu bruyante. Mais la nouveauté, c'est que les chefs d'État, également, donnent leur point de vue et demandent la suspension du franc CFA. Le président
Libye, vous l'aurez noté, depuis 2013, à peu près tous les 8 mois, revient à la charge pour demander que le cordon ombilical soit coupé entre la France et les pays de la zone franc. Ça, c'est nouveau que les chefs d'État, n'est-ce pas, souhaitent, par conséquent, la suspension. Vous aurez noté que, juste après le 22 décembre, le président Patrice Talon a affirmé qu'il obtiendrait le retour des réserves du Bénin, des réserves en devise du Bénin, au Bénin et non plus au compte d'opération. Au passage, c'est un bluff politique et non pas technique, parce qu'en zone BCAO, on ne sait pas distinguer les devises, c'est-à-dire la richesse extérieure de chaque pays. Depuis 1962, un accord monétaire lie les pays, les devises des uns appartiennent aux autres. Donc Talon ne sait pas distinguer, on ne peut pas lui dire à la BCAO à Dakar, voilà, vous avez $1 milliard et cela, ça vous appartient à vous en propre, en distinction de ce qui revient au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Alors, quels sont les arguments évoqués notamment par les critiques? Parce que tout à l'heure, on m'a dit qu'on aura un débat, Madame le doyen. Donc, il convient de rappeler les arguments des critiques au franc CFA et à la zone franc. Premier argument, le franc CFA constitue un abandon volontaire de souveraineté. Nous avons délégué notre souveraineté monétaire à la France. Et cet abandon se voit avec la centralisation des réserves de change, 50% aujourd'hui, hier 65%, voire 100%. Or, cette garantie de convertibilité, je vois qu'il y a des gens, je vois M. Bassilikin, je l'écoute, je vois sur les télévisions, les réseaux sociaux, donc il partage cet argument. Cette garantie de convertibilité aurait été virtuelle depuis 71 ans. Rappelons que la garantie de convertibilité, c'est le fait que quand vous vous déplacez, vous demandez les euros, vous les avez et vous pouvez les utiliser partout dans le monde. Avant les euros, vous aviez les francs français, vous pouviez aller à Hong Kong, Singapour, Nouvelle-Zélande, avec vos francs CFA, et les banques centrales de la place, vous convertissez vos francs CFA en monnaie locale. Donc votre monnaie était totalement convertible. Rappelons qu'en Afrique, il y a beaucoup de pays dont les monnaies ne sont pas convertibles. Le grand pays, le Maroc, la Tunisie, la Libye, les pays riches, ont une monnaie qui est partiellement convertible. Et ceci bien avant le passage à l'euro. Donc, nous, on avait une monnaie totalement convertible. Mais cette garantie de convertibilité impliquait aussi qu'en cas de retournement de conjoncture, c'est-à-dire lorsque nous n'avons pas suffisamment de richesses de fait nos exportations et que nous accumulons des déficits, la France apporte des liquidités en soutien au pays. Or, depuis 1948, cet apport a été purement théorique, notamment entre 1991 et 1993, période où la zone, de façon cumulée, a connu des déficits persistants. Les banquiers qui sont là, je vois Mme Ekoka qui devait être là, ses camarades me disaient que les commerçants passaient des semaines entières à signer des travelers chèques entre 91 et 93, elles sortaient des milliards par travers chèques interposés. La France n'a pas apporté les liquidités. Elle a proposé au pays de ratisser large toutes les liquidités qu'on pouvait trouver dans les pays, dans toutes les banques, d'aller auprès du Fonds monétaire international, aussi obtenir ces liquidités, et enfin, elle a proposé la dévaluation. Donc c'est comme ça que nous avons vécu la dévaluation de 1994. Alors ça, beaucoup d'Africains ne veulent plus rééditer ce type d'expérience. Si nous avons un prêteur en dernier ressort, il devrait jouer son rôle. Là, nous n'avons pas un prêteur en dernier ressort, nous aurions un caissier en dernier ressort, et encore, peut-on dire, un caissier, un simple caissier. Voilà le deuxième argument des critiques. Le troisième argument est plus subtil, et c'est les économistes qui le connaissent le mieux, mais vous pouvez tout à fait comprendre tous ensemble. C'est l'idée que la zone franc s'articule autour d'un objectif final unique, la stabilité nominale, c'est-à-dire la stabilité des prix, une inflation très faible. Aujourd'hui, en zone euro, c'est 2%, la monnaie étant ancrée à l'euro, nous ne pouvons pas développer une inflation durablement supérieure à 2%.
Or, pour un commerçant qui vend la bière, lui expliquer que pendant à peu près 18 ans, enfin depuis 2002, s'il ne peut pas augmenter ses prix de plus de 2%, en réalité, ses marges sont totalement écrêtées. Il n'y a pas de marge. Donc, obliger les pays pauvres à une inflation très faible, c'est exposer les producteurs finalement à peu de profit. Et par conséquent, il en découle la volatilité de la production. La volatilité de la production, tantôt elle monte, tantôt elle baisse, mais elle est très volatile, ce d'autant que le financement par le crédit est réduit. On va le voir tout à l'heure. Donc la zone franc est une zone de stabilité nominale, inflation faible, mais une zone de faible stabilité réelle. Voilà 3 arguments importants chez les critiques qui justifient que finalement on puisse dire aujourd'hui que le maintien du franc CFA actuel entraîne un coût véritable, c'est le premier point de ma démonstration, et qu'ensuite ce coût du franc CFA actuel justifie une option crédible de réforme. C'est le deuxième point de cette démonstration. Le coût du franc CFA actuel. Alors ce coût se manifeste à 2 niveaux. D'une part, il s'agit d'un bien très favorable aux importations. Nous avons une monnaie très favorable aux importations et défavorable aux exportations. Ensuite, il en découle que cette monnaie est d'autant défavorable aux exportations que le crédit intérieur ne joue pas son rôle de financement de l'activité. Monsieur l'honorable député qui le reçoit ici, il a, m'a-t-il dit, construit ce campus et le second qu'il a construit en Claverie, quasiment sans crédit bancaire. Donc vous pouvez vous-même évaluer quand vous êtes dans la cour le niveau d'intervention, le niveau de dépense de M. Méfi. C'est un tour de force de construire ce type de campus sans crédit bancaire. Donc le crédit intérieur ne joue pas ça. Un bien défavorable un bien favorable aux importations. Favorable aux importations parce que je vais vous montrer quelques graphiques. Voilà les. Alors, je demandais tout à l'heure si on ne pouvait pas voir cet écran plus grand. Je ne sais pas si vous le voyez sur les côtés, mais en gros, la courbe en bleu, c'est les importations, la courbe en vert pâle, c'est les exportations. Je vous ai mis quelques dates. Nous avons une croissance des importations plus rapide, notamment lorsque la crise financière intervient à partir de 2007-2008. De sorte qu'en 2011, nous avions un excédent en zone BA, je suis ici en zone BA, de 31 milliards de dollars, qui tombe en 2016 à 20 milliards de dollars. Alors, je parle de dollars parce que le taux de change du CFA en dollars, lui, c'est un taux de marché. Ce n'est pas un coût fixe comme le taux de change de l'euro en franc CFA. Donc, chaque fois que le franc CFA augmente en dollars parce que l'euro augmente en dollars, ça affecte à la baisse les importations en dollars. Plus généralement, nous avons une monnaie qui est favorable aux importations parce que c'est une monnaie forte. Et nous, les urbains, nous, les élites, je vois un grand historien qui nous rejoint, nous sommes les privilégiés de cette monnaie, parce que nous avons tout ce que nous voulons, nous portons des vêtements qui viennent de l'étranger, nous avons les beaux climatiseurs, nous avons les vidéoprojecteurs, tout ça ce sont des biens étrangers, n'est-ce pas, échangés, alors que les ruraux n'ont pas souvent accès à tous ces biens. Donc notre monnaie est très favorable aux importations, et il en découle une tendance à la diminution du solde commercial. Vous voyez à partir de 2007-2008, donc c'est le chiffre que je vous donnais tout à l'heure, et donc il se confirme à partir de 2011. Nous avions près de 31 milliards de dollars d'excédent, et qui chute drastiquement les années qui suivent. Bien entendu, on ne peut pas tout reporter sur les effets du change, parce qu'en 2013, le cours du pétrole baisse drastiquement. Il passe à peu près entre 120 dollars et 80 dollars le baril à 50 d'abord à partir de fin 2013 et puis progressivement à 32. Donc cela, pour les économies pétrolières, est un mauvais coup porté à l'économie. Néanmoins, il reste que les importations sont très favorisées. Alors, quant aux
l'effet du taux de change sur les importations, on peut le voir à l'aide de ces deux graphiques. D'abord, on a le cours du dollar en français. Vous aurez observé que, par exemple, il monte en 2000, juste avant l'émission de l'euro fiduciaire, jusqu'aux environs de 710 francs CFA pour $1. Mais juste après l'émission des monnaies fiduciaires en euros, le cours du dollar en francs CFA baisse régulièrement, donc il va passer à moins de $500 aux alentours de 2008-2009, et depuis lors il progresse légèrement pour se situer aujourd'hui sur une crête de un peu moins de $600. Donc on a une volatilité du taux de change nominal qui se voit avec le prix relatif, ce qu'on appelle le taux de change réel, le prix relatif du dollar en termes de CFA, mais compte tenu des prix observés aux États-Unis comparativement à notre zone. Alors, vous voyez que lorsqu'on se situe, par exemple, là, je reviens en arrière, lorsqu'on se situe ici, donc nous sommes en 2002, là, donc le point de départ de tout à l'heure, l'introduction de l'euro, vous voyez que plus l'euro monte en dollars, et plus donc le prix relatif, par conséquent, du dollar en prix en CFA augmente, parce que tout simplement le taux de change a baissé. Et ça nous montre l'effet de transmission mécanique du change nominal sur le change réel, c'est-à-dire sur le prix relatif des biens. La montée, par conséquent, l'appréciation du franc CFA en dollars va conduire quasiment à augmenter les prix relatifs des biens en provenance du CFA. C'est cela qui contrarie la gestion monétaire. Donc c'est un des grands arguments des critiques. La gestion monétaire est contrariée dans une zone où ce sont les devises qui articulent la politique monétaire. Alors je vais vous passer outre quelques calculs, mais en gros, ce qu'il convient quand même de retenir, c'est que, voyez-vous, le crédit intérieur ne joue pas son rôle, et on le voit à l'aide de quelques graphiques très simples, la part du crédit dans la masse monétaire. On a deux grandes contreparties de la masse monétaire. Une monnaie, quand elle est émise soit parce qu'en contrepartie de recettes en devises que l'on reçoit, soit en contrepartie de financement intérieur que l'on fait à l'économie. Et M. Guépi serait très content, et vous, les chefs d'entreprise avec lui, si vos banques vous accordez un peu plus de crédit, un peu plus d'engagement. Or, regardez la part du crédit dans la masse monétaire. Je raisonne en dollars, mais voyez-vous, j'ai à peine ici, voilà, aux alentours de 40% de la part du crédit dans la masse monétaire, au mieux 42%, les années 2007, 2008, etc. Ça commence à augmenter un peu en 2012, mais on se situe à peine à 55%. La plupart des économies émergentes, c'est 80%. Et quand ne parlons pas alors des pays riches, ne parlons pas des pays riches. Le financement de l'économie va représenter 90, 92, 94% de la masse monétaire. Nous parlons de masse monétaire, la quantité de monnaie ici. Alors, l'autre élément que je voulais montrer, c'est le rapport à la production, le rapport au PIB. Alors là aussi, pour montrer que la gestion monétaire est contrariée par le fait que le crédit est un solde comptable et rien de plus, c'est le fait que, voilà, si je prends un petit pays, le Botswana, mais qui est tout simplement la star des économies africaines en longue période, c'est le pays numéro 1, comparativement même aux pays asiatiques, au Tigre, à Singapour, à Hong Kong, sur 30 ans, voire 40 ans, le Botswana arrive en premier en termes de croissance en volume. Si on prend le Botswana, qui est un pays, petit pays, son PIB est genre 16 milliards de dollars, nous, le Cameroun, on a choisi 40 milliards de dollars l'année dernière. Passage, madame la banquière, monsieur le directeur, 40 milliards de dollars, c'est le bilan d'une petite banque, très confidentielle, que vous ne connaissiez pas, le crédit coopératif, par exemple. Hein, vous vous énervez souvent parce que la France a fait ceci, la France a fait cela. Hein, donc, votre PIB, c'est une cacahuète, n'est-ce pas? Et par conséquent, quand je dis votre PIB, c'est notre PIB à tous ensemble, ce sont les cacahuètes, n'est-ce pas? Mais il faut en être conscient. Alors, le crédit intérieur du Botswana, regardez comment il évolue régulièrement, de façon linéaire. 20%
en 1996. En 2006, 10 ans après, un peu plus de 22%, 10% en 96, 22% en 2006. Et puis 2008, on est déjà à 30%. 2012, 13, 14, on est sur une crête de 35%. Alors que pour nous, la zone, regardez où nous nous situons, nous partons de 3 à 4% pour finalement, en quasiment 30 ans, nous situer à peine en fin de période 2017-18 à 15%. Donc le crédit intérieur représente très peu de la production dans nos économies. Alors pourquoi? Parce que justement, la contrainte, c'est qu'il nous faut d'abord accumuler des recettes en devises. Et si nous accumulons des recettes en devises que pour partie nous plaçons à l'étranger en France, alors le reste, nous examinons si nous pouvons affecter ou pas. Les économistes appellent ça la stérilisation. Est-ce que nous allons stériliser les réserves de change? Stériliser parce que si nous les utilisons à la dépense intérieure, nous pouvons créer une inflation. Et comme le présupposé, c'est qu'il faut que la monnaie soit stable, qu'il n'y ait pas d'inflation, le résultat, c'est que même dans certains cas d'afflux de réserves, nous ne les affectons pas suffisamment au financement de la production. C'est pour ça que vous vous plaignez tous. Je vois le médecin, monsieur le docteur Manguet qui arrive, qui veut créer le premier institut de sommeil au Cameroun et en Afrique centrale. Il a besoin de crédit, mais sa banque ne va pas le suivre parce que justement, elle est sous cette emprise, sous ce postulat. Il faut d'abord que nous ayons de la richesse venue de l'extérieur, mais même quand nous l'avons, nous n'affectons pas entièrement l'économie. Alors, cette technologie-là réduit beaucoup, par conséquent, l'économie, comment dire, la possibilité de financer sérieusement l'économie. Et là, je vous mets deux graphiques où nous avons la zone B1 comparée au Botswana et comparée à l'Éthiopie en termes de réserve de change. En réalité, ces deux pays qui ont leur propre monnaie et qui la pilotent ont moins de réserves de change que nous. 2 à 3 fois par rapport au Botswana, c'est-à-dire que nous avons 2 à 3 fois plus de réserves que le Botswana, mais nous avons dans certains cas, certaines années, 10 fois plus de réserves que l'Éthiopie. Mais quand vous allez en Éthiopie aujourd'hui, vous avez l'impression que le pays sera émergent dans 5 ans. La première compagnie africaine et une seule compagnie a développé complètement tout le secteur touristique en Éthiopie. Au passage, en étant très discipliné, donc quand vous arrivez à l'aéroport d'Addis Abeba, évidemment, tout est propre. Ce n'est pas sale comme chez moi ici. Vous n'avez personne qui essaie de vous taxer de quoi que ce soit. On vous montre votre chemin. Vous prenez l'avion. Même en deuxième classe, vous êtes logé dans un hôtel 4 étoiles lorsque vous êtes en transit. Vous êtes logé, nourri. Vous êtes transporté. Donc, il y a un lien entre la structure aéroportière et les petites entreprises de transport, et les grands hôtels, et quand vous venez le matin à 6h30, il y a déjà 2000 personnes dans l'aéroport, parce que vous avez 110 destinations d'Éthiopie en perdu. Ça, c'est donc l'organisation qui nous manque. Et vous voyez, malgré le fait que l'Éthiopie ait moins de réserves que nous sommes là. Avant 2013, nous avions pratiquement 10 fois plus de réserves que l'Éthiopie en dollars. Donc ici, 2 milliards de dollars au maximum pour l'Éthiopie. Nous, ici, nous avons eu 18 milliards de dollars en 2013. Nous ne sommes pas capables de faire autant de crédit intérieur à l'économie que l'Éthiopie. Voilà pourquoi, pour toutes ces raisons, le franc CFA doit être réformé. Le dernier point, c'est la volatilité de la production. J'en ai déjà parlé. C'est-à-dire que lorsque, une fois encore, le financement intérieur n'est pas alloué à l'économie, il en résulte que tantôt on peut avoir une croissance parce que les acteurs, parce que vous, les chefs d'entreprise, vous êtes dynamiques, mais tantôt on va avoir un recul et la production va connaître des yo-yo parce que tout simplement vous n'êtes pas soutenu. Quand vous avez un peu de dynamisme, vous arrivez à conquérir des marchés, mais comme les banques ne vous suivent pas entièrement, suivez mon regard, Madame Ekoka, donc comme les banques ne vous suivent pas entièrement, le résultat c'est que l'année d'après, donc le dynamisme est différent. Alors c'est tout cela qui justifie la réforme. Au passage, un petit graphique que j'aime beaucoup. J'ai pris le Botswana, un petit pays, mais en Afrique, vous avez les îles Seychelles, vous avez l'île Maurice, qui sont des pays dynamiques. Chacun de ces pays a sa propre monnaie au passage. Regardez la différence de revenus entre le Botswana et la zone BA.
depuis 1990 et en particulier depuis 2009, donc un peu plus de 10 ans. En gros, le Botswana gagne 1 800 000, alors est-ce que ce pointeur marche vraiment? 1 800 000 dollars, pardon, francs CFA, c'est-à-dire un peu plus de 3 000 dollars, entre 2009 et aujourd'hui. L'écart de revenus entre nous, zone MEAC, et le Botswana atteint 1 800 000 francs CFA par personne et par habitant entre 2009 et aujourd'hui. Donc, c'est vous dire que lorsqu'on dit que les pays africains ne peuvent pas gérer leur monnaie, c'est inexact, ils sont très nombreux à gérer leur monnaie. Lorsqu'on vous dit que seul en zone franc, on sait gérer la monnaie et stabiliser l'économie, c'est faux, parce que vous voyez que d'autres pays savent mieux le faire que nous. Quand on vous dit que les pays qui gèrent leur monnaie seule ne sont pas capables de faire la croissance, c'est inexact, donc vous avez là un exemple. Alors, tout ceci justifie une option de réforme crédible. Alors, quel type de réforme? Quels en sont les fondements et quelques enjeux? D'abord, la réforme est justifiée par le fait qu'il faut éviter de très longs épisodes de surévaluation de la monnaie. La monnaie est surévaluée, ça veut dire qu'elle coûte plus cher en devise que ce qu'elle devrait coûter. Le franc CFA a coûté trop longtemps, trop cher en dollars que ce qu'il devrait coûter depuis 2002, depuis que l'euro est entré véritablement en fonctionnement. Le fait qu'on soit ancré à l'euro à taux fixe fait que chaque fois que l'euro s'apprécie par rapport au dollar, cette appréciation de l'euro en dollars est reportée systématiquement sur le franc CFA. Et donc, du coup, ça nous coûte trop cher. En termes d'exportation, dans la zone dollar, ça veut dire que 10% d'appréciation du franc CFA en dollars dû à 10% d'appréciation de l'euro en dollars, ça nous coûte à peu près 10% de valeur des exportations. En moins, nous perdons 10% de recettes d'exportation en moins. Donc, il faut absolument que nous évitions des épisodes de surévaluation très longs. Ensuite, le deuxième argument, c'est celui que les critiques aiment rappeler. Le passage à une monnaie indépendante permet d'apprendre la gestion responsable des réserves de change. J'ai donné plusieurs exemples. En gros, la plupart des pays, en dehors de la zone franc, ont leur propre monnaie. Au Maghreb, le Maroc, la Tunisie, d'ailleurs qui était modèle dans la gestion monétaire avant la révolte et donc le changement de panorama politique en 2011, la Tunisie était considérée comme modèle de gestion monétaire en Afrique, le Maroc, l'Égypte, etc. Tous les pays ont leur propre monnaie. En Afrique des Grands Lacs, en Afrique australe, c'est le cas. Donc, avoir sa monnaie peut permettre de mieux la gérer. Le troisième argument est que le dépôt de 50% des réserves. Si donc nous aussi on fait la réforme dans l'esprit de la zone CEDEAO, ça veut dire que nous aurions 50% des réserves qui reviendraient donc dans la zone. Alors j'écoute Bassilikine de temps en temps qui dit oui, mais non seulement on prend 50%, mais on nous met les commissions. Alors j'aimerais tordre cet argument. D'abord, j'apprends que oui, ces 50% sont utilisés à payer la dette française. Alors attention, soyons sérieux. Nous avons actuellement, et le moment de la réforme n'est pas le meilleur, mais gouverner c'est choisir. Donc l'agenda étant accéléré, il faut faire la réforme. Je vais y venir tout à l'heure. Actuellement, nous avons 1,75 milliards à 2 milliards dans le compte d'opération. C'est très très bien. Nous avons eu plus, mais pas significativement plus. En 2014, les deux zones n'avaient déposé que 6 milliards. 6 milliards d'euros, c'est 1300 milliards de francs CFA. Donc, la réforme va intervenir, je plaide en sa faveur, mais ce n'est pas le meilleur moment pour nous, mais il faut quand même la faire. Alors, sur l'argument des intérêts, je vous rappelle que les intérêts de la dette française, c'est 40 milliards d'euros chaque année. 40 milliards. 2019, 40 milliards. La charge de la dette baisse un peu parce que les taux d'intérêt baissent, mais en réalité, la charge ne baisse pas significativement, parce qu'en 2011, 10-11, Fillon était au pouvoir, c'était déjà 40 milliards dans le budget de l'État. Donc, vos 2 petits milliards, pour une dette
de 2358 milliards d'aide publique française, 2358 milliards d'euros, 99,60% du pays. Il faut que vous considérez que vos 2 petits milliards, c'est et que ces cacahuètes, elles ne sont pas affectées, n'est-ce pas, au paiement de la dette française. 40 milliards de dette. Vous avez vos 2 petits milliards. Et je répète, j'extrapole parce que c'est 1,75 en fait. Donc, soyons sérieux, les Français ne s'enrichissent pas sur le futur. Le franc CFA a une vertu pour les Français différente. C'est le levier d'extraction des capitaux de la zone. Ce n'est pas le paiement des intérêts. C'est les transferts de capitaux des entreprises françaises de la zone. Le franc CFA a été conçu pour ça. Conçu pour que les Africains achètent des marchandises en provenance de France et que les entreprises françaises exportent les capitaux générés par l'exploitation africaine. C'est ça qui est le plus important. Et ça, les chiffres sont quasiment secrets. Même moi, je les ai. Donc, je souhaite effectivement tordre cette idée que voilà, les euros constitués par les devises servent à financer les intérêts de la dette française. Ça n'est pas vrai. Alors, la réforme, comment? D'abord, la réforme sur 5 ans. Ce matin, j'étais en début d'après-midi, j'étais à Equinox, donc vous regarderez les tendances économiques, l'émission d'Equinox du vendredi. Donc elle a été préenregistrée, elle passe vendredi qui vient, le 28. Elle va passer lundi, pour ceux qui ne l'auront pas vu, vendredi à 21h. Le journaliste me demandait, mais monsieur le professeur, est-ce qu'il faut faire la réforme maintenant? Est-ce que vous croyez que l'éco sera vraiment mis en place en 2020? Personnellement, je ne crois pas que l'éco sera mis en place en 2020. Maintenant, moi je plaide pour une réforme du CFA d'Afrique centrale dans 5 ans. Mais il faut préparer maintenant. 5 ans. Pourquoi 5 ans? 5 ans pour négocier le rapatriement des réserves. 5 ans pour s'approprier l'utilisation indépendante de ces réserves. 5 ans pour apprendre les technologies de fabrication des billets, des pièces. Songez que ça fait 1 siècle que la France, à Chamalières, à côté de Clermont-Ferrand, à Pessac, à côté de Bordeaux, à Orléans, à Paris, utilise des machines dont certaines datent de 1920. Des machines qui ont 1 siècle d'âge. Et donc la technologie est maîtrisée depuis 1 siècle. Si on se met à fabriquer les bières assez rapidement, nous aurons des faussaires, et les Camerounais sont assez réputés pour être de grands faussaires. Vous avez vu quelques-uns donc arrêtés en Ouzbékistan, n'est-ce pas? Donc même une petite machine à photocopier va permettre de photocopier des billets et de les vendre. Donc il nous faut un peu de temps pour maîtriser cette technologie. Ensuite, la deuxième idée, c'est la dénomination de la monnaie. Personnellement, je n'aime pas l'éco. Peut-être que vous êtes partisan de l'éco. Moi, pour moi, éco ne parle pas aux populations. Nous sommes des Bantous. Éco ne me semble pas adapté aux populations. La monnaie doit parler à sa population. J'ai un historien ici, il connaît la science des symboles, donc il faut que la monnaie, qui est le symbole de la souveraineté, puisqu'on s'y attache beaucoup, c'est-à-dire de l'authenticité, de l'autonomie, parle aux populations. Moi, quand j'étais petit ici, on disait, donne-moi quelques dos. J'ai mon grand-père là, il y avait l'après-midi à l'internat, on achetait les billets, donc on allait voir les grands frères, et donc achète-moi quelques billets, donne-moi quelques dos là pour acheter les billets. Do, ça peut être une appellation, dos, nala, molo, enfin. Nous sommes avec les Guinéens, pardon, les Gabonais, les Équato-Guinéens, les Tchadiens, les Centrafricains. Il nous faut une dénomination qui parle aux populations. Enfin, la cible monétaire ne peut pas être la stabilité des prix uniquement. On a vu que finalement la production doit être centrale et par conséquent la cible doit être la croissance de la production, la prospérité des habitants. Donc moi, si j'étais gouverneur de banque centrale, j'ai réclamé ce poste, mais évidemment
je n'oserais pas dire comme quelqu'un que je étendais à Bafoussab, donc je n'ai pas vocation à gouverner la Banque centrale. Ce n'est pas vraiment le propos. Les choix sont faits par les chefs d'État. Et donc, la cible, ça devrait être la croissance de la prospérité des habitants, sous réserve de stabilité du pouvoir d'achat, et non pas l'inverse, et non pas prioriser la stabilité des prix au détriment de la classe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dès lors qu'on a défini ce calendrier minimal? Je sais qu'une question va venir tout à l'heure, monsieur, le flottement, le régime de change. Pourquoi le régime de change? C'est le flottement géré. Le flottement, c'est-à-dire que le cours de la nouvelle monnaie devra être émis de telle façon à ce que par le marché, en quelque sorte, la sanction du marché. Il ne faut pas avoir peur du marché. Moi, j'ai accompagné beaucoup le Premier ministre Matata de RDC avant le passage au régime d'union nationale et de, comment ça s'appelle, le gouvernement de l'opposition, et avant l'élection du président Tshisekedi l'année dernière. J'ai accompagné Matata qui a fait une bonne gestion. À l'époque, $1 était égal à 930 francs congolais. Dès qu'il est parti, le dollar est passé à 1200, puis à 1500, puis à 1900, parce que la politique économique n'était plus crédible, parce que ceux qui lui ont succédé n'étaient plus sérieux, disciplinés. Donc tout d'un coup, le prix du dollar a doublé à cause d'une mauvaise politique. Donc le marché peut valider une bonne politique monétaire et de change, et par conséquent, il ne faut pas craindre cette politique. Donc, premièrement, le flottement. Deuxièmement, quelle parité? Parce que je vais tordre le cou à beaucoup d'idées. Ou en tout cas, anticiper les questions qui me seront posées. Sur ce point, j'aimerais vraiment un petit peu d'attention. Si j'avais un tableau, je vous mettrais le cours du yen, de l'euro en yen. En décembre, il est de 115 yens japonais pour un euro. 115. Le yen s'échange en quantité de 100. C'est-à-dire qu'un dollar se vend avec au minimum 100 yens. Aujourd'hui, donc, 1 euro égale 115 yens. Mais si 1 euro égale 115 yens, j'ai des gens ici qui étaient très brillants en mathématiques, 1 euro est égal à 656, environ. Donc ça veut dire que 115 yens équivalent à 656. Donc un yen, c'est 656 divisé par 115. Alors j'ai des étudiants, prenez votre portable, vous verrez qu'un yen japonais, c'est à peine 5 francs CFA. Est-ce qu'à votre avis, l'économie de la zone BEAC est à peine le 5e seulement de l'économie japonaise? Autre exemple, le yuan chinois. 1 euro égale aujourd'hui 7,68 yuan chinois. Mais 1 euro est égal aujourd'hui à 6,50 cedi ghanéens. Donc ça veut dire que le cedi est plus fort que le yuan. Alors est-ce que vous croyez que la deuxième économie du monde, qui doit être la première en 2024, est comparable à l'économie du Ghana? Est-ce que vous croyez? Donc ça veut dire que les parités que nous choisissons souvent sont des parités fantaisistes. Elles n'obéissent pas aux fondamentaux de nos accords. Ce qui veut dire que quand nous aurons à définir la nouvelle parité, il faut qu'elle soit compatible avec la production et avec l'exportation. Vous voyez, les Japonais, c'est René Ona, un ancien secrétaire général à la présidence, qui m'a raconté ça avant son décès en 2004. Il me disait quand il était étudiant avec l'actuel président de la République, au début des années 60, en France, les montres Seiko à quartz se vendaient par kilo. Parce que les Japonais n'avaient pas encore maîtrisé la technologie de l'horlogerie, maîtrisée par contre par les Suisses, par les Français. Donc les gens n'achetaient pas les montres Seiko à quartz. Les Japonais ont mis 10 ans pour maîtriser la technologie. Et puis à partir des années 70, les montres Seiko à quartz sont devenues des montres de luxe. Donc vous voyez que les Japonais, et puis après eux, les Chinois, mais aussi les Malaisiens, les Indonésiens, les Philippins, etc., ont des parités de monnaie qui favorisent la production et l'exportation. Et c'est grâce à l'exportation qu'on obtient des richesses de l'étranger et qu'on peut alors financer la demande interne. Tous ces gens-là ont attendu faire à 30 ans avant de commencer à financer la consommation interne. Au Japon d'ailleurs, la plupart des biens technologiques que nous consommons nous facilement, nos 4x4,
eux, ils les consomment d'abord à un prix 30% plus élevé, donc ça les dissuade d'avoir une demande interne excessive. Et puis, comme les Chinois d'ailleurs, par conséquent, vous voyez, la parité doit favoriser la production. Ça veut dire que quand nous aurons à définir une nouvelle parité, il faut qu'elle soit compatible avec la croissance de la production et des exportations. Donc, ça veut dire que, pour moi, la nouvelle unité devra nécessairement être au minimum de 20 à 30% supérieure à la parité actuelle de l'euro en francs CFA. Et c'est d'ailleurs le prix du marché informel. Quand vous allez au marché informel aujourd'hui, 1 euro s'échange plutôt aux alentours de 800 francs et pas du tout 656. Donc 20% d'augmentation du prix, ça correspond exactement à 20% de gain de compétitivité. C'est-à-dire que les entreprises, elles gagneraient en compétitivité si, effectivement, l'euro était, pardon, la monnaie nationale était dépréciée de 20% par rapport au dollar ou par rapport à l'euro. Donc, j'ai aussi abordé cette question. Je vais même plus loin, sur un point que je ne voulais pas aborder, pour que les choses soient claires. En tout cas, qu'on connaisse mon point de vue. C'est celui que j'ai proposé au chef d'État avec le rapport que j'ai envoyé à sa demande au président de la commission CEMAC en préparation de la réunion des chefs d'État ici, les 21 et 22 novembre. Les 50% de réserve que nous obtiendrons, pour moi, voilà comment je vois leur utilisation. On a deux façons de raisonner. Soit je les utilise entièrement, soit je les utilise pour partie à hauteur de 20%, à négocier une garantie externe de la Banque Centrale Européenne et non pas de la Banque de France pour le compte du Trésor. 20%. 20% de 2 milliards, vous voyez, c'est peu de choses, 200 millions, pardon, 400 millions de dollars, 400 millions d'euros. Et les 30% qui restent, je les utilise à chercher un endettement. Un endettement vis-à-vis des Chine. Banque populaire de Chine. Je les place en Chine. Au passage, cette suggestion a été faite par les Chinois au président Sassou Nguesso il y a déjà 3 ans. Il n'a pas voulu rompre l'accord qui le lie aux autres pays. En gros, l'idée ce serait de chercher un effet de levier de la dette. C'est-à-dire que si je place 2 milliards de dollars, ou d'euros plus précisément, d'euros, pendant 40 ans, chez les Chinois à taux concessionnel, je place combien? 40 ans fois 2, ça fait? Participez avec moi, ça fait combien? 40 fois 2? 80. Je place 80 milliards d'euros pendant 40 ans. Les taux sont bas, je négocie des taux concessionnels, des taux très faibles, des taux débiteurs pour obtenir un endettement. Je négocie, parce que voici qui m'a posé la question, un intérêt créditeur de mon placement de 80 milliards. Aujourd'hui, la Banque de France nous donne 0,5% sur les intérêts payés sur nos dons. Je négocie la même chose. Je négocie 0,5% de taux débiteur. Et je négocie un effet de levier. C'est-à-dire, les 80 milliards de placements entrent pour partie comme garantie de l'emprunt que j'effectue. Et je demande soit un effet de levier de 5, 400 milliards. Mais avec ça, je ne pourrais pas vraiment transformer mon économie. Je demande un effet de levier de 15, 1200 milliards. Ce 40. Et là, je vais transformer mon économie pour la faire passer à une économie industrielle. Voilà la proposition que j'ai faite au chef d'État. Mais c'est eux qui doivent aller négocier. Voilà. Alors, je vais conclure. Pour dire que réformer le franc CFA est devenu urgent et nécessaire. Vous l'aurez compris, l'agenda ne permet pas de rester sur le statu quo. C'est vrai que l'économie de notre zone BA n'est pas actuellement très prolifique, très expansionniste. Le journaliste me disait même qu'on est plus ou moins sous ajustement structurel du Fonds monétaire. Mais gouverner, c'est choisir, ce sont les opportunités qui décident des choix. Le moment est arrivé de réformer le français. Le statu quo est donc intenable, politiquement et stratégiquement. Politiquement, maintenir le statu quo, c'est s'opposer de plus en plus aux jeunes, c'est s'opposer de plus en plus à des récriminations, et donc la question monétaire est sur la table et dans la rue.
Et donc, les politiques ne peuvent pas durablement traiter cette question. Nous ne pouvons pas sortir non plus de façon brutale, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle un exit pur et dur, une sortie brutale du franc CFA, one shot, c'est-à-dire 2020. Il faut la préparer, vous avez vu, il y a des enjeux non. Et plus vite la réforme sera effectuée, davantage on évitera une dévaluation du franc CFA actuel. Autrement dit, la France a besoin, elle, de passer à des relations adultes avec ses partenaires. Au bout de 71 ans, il me semble que on est devenu, monsieur l'honorable, depuis un vieil homme, hein, qui a vocation à transmettre, alors il faut transmettre. N'est-ce pas, monsieur le Président? Je vous remercie. Je vous remercie. Aristote, s'il y a des questions.